Et en plateau avec nous pour ce premier match, nous sommes avec Hervé Kouamouo, consultant. Bonsoir. Bonsoir. Soyez bienvenus. Et bien sûr avec notre Lise-Laure nationale qui couvre le football ici pour TV5 Monde. Et Lise-Laure, le match Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau est toujours en cours. On en est pour l'instant à 1-0 pour les éléphants. Et c'est une rencontre où la Côte d'Ivoire est largement favorite. Effectivement, parce que quand on regarde l'historique des confrontations entre ces deux équipes, depuis 2009, il y a eu 7 confrontations et la Côte d'Ivoire l'a emporté 4 fois. La Guinée-Bissau les a battus une seule fois. Alors je me tourne justement vers Hervé. Quelles sont les forces aujourd'hui de cette équipe ivoirienne? Les forces et faiblesses, on peut dire. Les forces, commençons par les forces. Je pense que déjà un très grand milieu de terrain, avec beaucoup d'expérience entre Seko Fofana, Max Gradel, Kessié. En fait, c'est une belle attaque. Ensuite, la deuxième force, c'est leur sélectionneur, Jean-Luc Gasset, qui a une grosse expérience, qui a été l'adjoint de Laurent Blanc en équipe de France et Bordeaux, Paris Saint-Germain, et surtout qui retrouve une seconde jeunesse en Afrique, donc et qui a choisi un groupe de commando dont il a préféré éliminer tous les éléments qui pouvaient déborder. Donc ça, c'est les principales forces. Ensuite, en termes de faiblesse, est-ce qu'ils vont supporter la pression? Parce que c'est une équipe qui a souvent été éliminée au tir au but en Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'ils vont supporter la pression que représente le tournoi à domicile, qui n'est jamais facile à gagner? Bon, la pression aussi, la pression amicale et affectueuse de tous les supporters ivoiriens. Alors la Côte d'Ivoire est une des équipes favorites. C'est aussi l'avis de Florent Ibenge, qui est l'ancien sélectionneur de la RDC. On va l'écouter. C'est le moment de l'œil de l'expert, rubrique. La Côte d'Ivoire est une grande nation du football depuis longtemps. Et là, elle joue à domicile. Donc, elle ne voudra pas décevoir son public à domicile. Ils auront quand même la pression du public, la pression de bien faire. Ça peut être aussi plutôt une motivation. Et là, maintenant, on voit des gens qui n'ont pas des grands noms, peut-être, mais qui sont en train de faire des très bonnes choses. Jean-Louis Gasset, c'est quand même lui qui était derrière Luis Fernandez quand Paris Saint-Germain a gagné la Coupe. C'est lui qui était derrière Laurent Blanc pendant de longues années. Donc, c'est pas un petit monsieur, c'est un grand monsieur. Et moi, je le respecte beaucoup et je suis content qu'il puisse aller très loin. Alors justement, la Côte d'Ivoire favori avec un entraîneur expérimenté. Quels sont, Hervé, les 3 premiers favoris pour succéder au Sénégal selon vous? Bon, déjà, je dirais, parmi les 3 premiers pour succéder au Sénégal, il y a le Sénégal. Parce que malgré tout, ça reste une équipe très, très compétitive, qui ne prend pas de but. Donc quand on ne prend pas de but, a priori, on ne perd pas. Donc c'est déjà une bonne chose. Effectivement, pour l'instant, sur le plan offensif, c'est pas le Pérou, on pourrait dire. Mais c'est une équipe qui est ferme. Ensuite, n'oublions jamais l'Égypte. Il ne peut pas avoir une Coupe d'Afrique des Nations en Afrique sans l'Égypte comme favorite. Et ensuite, c'est une équipe qui joue beaucoup mieux qu'il y a 2 ans, qui est beaucoup plus plaisante à voir jouer. Et avec un Mohamed Salah en feu, qui a perdu 2 finales de la Coupe d'Afrique et qui aimerait bien, je pense, en gagner une. Et puis, on a mis la Côte d'Ivoire comme pour le pays organisateur, avec un groupe compact. Et au-delà des titulaires, un bon banc. Mais n'oublions pas l'Algérie et le Cameroun quand même. D'accord. Alors justement, on parle très peu dans cette cas du Cameroun et du Nigeria qui sont même presque des outsiders, comme on dit. Alors ces 2 équipes qui sont touchées par les blessures, est-ce que vous pensez que dans cette CAN, elles pourront nous surprendre? Disons que le Nigeria a une faiblesse, une vraie faiblesse derrière. Donc en fait, autant devant, sous les attaquants, les Osimhen, c'est des attaquants dont on entend parler et qui sont vraiment compétitifs, autant derrière, c'est faible. Donc au-delà des blessures, je veux dire, sur un match, sur un malentendu, ils peuvent perdre. Il n'y a pas cette garantie d'arriver loin. Le Cameroun, c'est autre chose parce que honnêtement, personne ne sait quel Cameroun on va trouver à partir de lundi. Et ça peut être une équipe qui joue comme la première mi-temps contre la Libye, où elle a démontré des grandes capacités mentales. Mais ça peut être une équipe qui passe complètement à côté. Bon, on va essayer de prendre le côté positif. Un problème avec le gardien Onana en 2017. Un Choupo-Moting qui ne vient pas en 2017, ça a donné ce que ça a donné. Est-ce que ça donnera, est-ce qu'il y aura bis repetita? Avec ou sans Vincent Aboubakar, dont on dit blessé, parce qu'on ne sait pas exactement en fait. Je pense que Vincent est blessé. Je pense qu'il est blessé, qu'il ne pourra pas y aller. Mais comme on est dans un moment où il faut faire corps,
on essaye de retarder. Parce que la cuisse, c'est toujours très difficile d'évaluer le temps de reprise de la cuisse. Et il n'avait pas beaucoup joué en première partie de saison avec ses problèmes avec son club. Et je pense qu'il est blessé, mais on ne veut pas tout simplement le dire. Il a plus de 30 ans aujourd'hui. Revenir, c'est difficile. Je peux me tromper, mais je pense qu'on ne le verra pas durant cette CAN. Bon, alors la CAN, Hervé et Lise-Laure, c'est évidemment un événement sportif, mais c'est aussi un événement sociétal, puisque tout le monde, y compris à la rédaction de TV5 Monde, se passionne pour cette compétition et elle suscite beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Et oui, et des commentaires. Alors, j'ai pensé à vous parce qu'il y a des dessins qui montrent des Congolais du Congo-Brazzaville en train de surveiller le fleuve. Alors, j'espère qu'on va les voir. Voilà, de surveiller la montée des eaux, de voir s'il y a les poissons. C'est une mission qui leur a été donnée par les autres Congolais qui vont, les léopards, qui vont aller à la CAN. Alors, justement, c'est un peu une façon de charrier les Diables Rouges qui, eux, n'assistent pas à cette CAN. Justement, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous fait sourire? Écoutez, moi, je vais surveiller le fleuve. Et je vais me contenter que de surveiller le fleuve et de supporter toutes les autres équipes qui joueront. Voilà. Voilà. Alors, Hervé, justement, on a le sentiment qu'à travers les réseaux sociaux, c'est quand même cette CAN un moment aussi de convivialité et de partage entre les Africains. Oui, la CAN, c'est un moment de partage, de convivialité. Et puis, il faut dire qu'elle marche très bien sur les réseaux sociaux parce que sur TikTok, notamment, TikTok, la première grosse compétition TikTok, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, je crois, celle du Cameroun, où il y a eu une vraie audience. Enfin, c'est un continent qui est plutôt jeune, qui est plus jeune que le reste de la planète. Donc, forcément, très habitué à cette nomenclature des réseaux sociaux. Et ça se continue, ça se joue beaucoup sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a cet entre-soi. En même temps, on est à peu près différents parce qu'on est africain et on est différents parce qu'on vient de chacun de son pays. Donc il y a des petites taquineries comme ça et oui, effectivement, ça marche plutôt bien. En tout cas, sur ce qu'on a vu aujourd'hui, cette première journée, c'est que cette CAN, pour reparler un petit peu de la question sociétale, c'est pas seulement pour donner à voir du beau sport, c'est aussi pour donner à voir ce qu'est et ce que sont les cultures africaines. C'est ce que vous avez observé aussi aujourd'hui. Oui, disons que la dimension politique La dimension politique du sport est très présente et encore plus présente cette année pour la compétition. La Coupe d'Afrique des Nations était attendue depuis longtemps en Côte d'Ivoire et on voit bien que le pouvoir de Alassane Ouattara a voulu démontrer que la Côte d'Ivoire est sortie de la crise qu'on a connue au début des années 2000 et puis la crise post-électorale. On l'a bien vu même dans la cérémonie d'ouverture. Il y a une place importante qui a été donnée au chantier pour montrer que c'est un pays en reconstruction, en construction. Et la voix de Didier Drogba qui était présente tout au long de la cérémonie d'ouverture. Une voix, effectivement, Didier Drogba, c'est d'abord un symbole de football, mais c'est aussi un symbole politique parce que c'est le premier joueur qui avait demandé de faire baisser les armes en 2005 quand l'équipe de Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Donc on est vraiment dans ce passage de la Côte d'Ivoire qui veut inventer un nouveau récit national, enfin proposer un nouveau récit national et on est vraiment là-dedans, oui. Alors un mot sur l'organisation parce que c'est souvent le nerf de la guerre. Est-ce que tous les stades sont prêts? Parce qu'on a quand même eu très peur en septembre dernier avec l'interruption du match entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Est-ce que selon vous aujourd'hui on est à la hauteur des attentes? De ce qu'on voit pour l'instant, et Bimpe semble tenir sur la pelouse, donc les stades sont prêts. Oui, surtout qu'il a plu justement. Les stades sont prêts. Maintenant, mon opinion, c'est que les stades sont forcément trop grands. Donc en fait, après la Coupe d'Afrique des Nations, qu'est-ce qu'on en fera? J'en sais rien. Mais je pense que sur la compétition elle-même, la Côte d'Ivoire est prête, en tout cas en ce qui concerne les infrastructures. Lise-Laure, peut-être le programme de la journée de demain? Alors demain, 2 matchs. Entrée en liste du Nigeria qui affrontera le redoutable Zalan National de la Guinée équatoriale dans le groupe A et l'Égypte de Mohamed Salah croisera le fer avec le Mozambique. Guinée équatoriale, comment est-ce que vous qualifieriez cette équipe, Hervé? Surprenante. En fait, on ne peut pas savoir exactement à quoi s'attendre parce que jusque-là, c'est une équipe qui n'avait jamais qui n'était jamais sortie des poules et il y a 2 ans, elle est sortie en éliminant l'Algérie notamment. Donc, on ne saurait pas. Ce qui est sujet, elle ne gagnera pas la compétition. Mais vous le dites de façon catégorique. Ah oui, à catégorique, elle ne gagnera pas la compétition. Mais peut-être une 3e place, on ne sait jamais. Et qu'est-ce qu'on peut attendre du Maroc? Parce qu'on en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, le Maroc, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce que cet exploit qu'on a vu au Qatar peut se rééditer? Est-ce qu'ils peuvent remporter une 2e Coupe d'Afrique des Nations? Le Maroc n'a aucune référence en Afrique. Enfin, soyons clairs, la dernière finale et demi-finale, c'est 2004. Donc ça fait quand même 20 ans.
Et ensuite, depuis, ils ont eu un seul quart de finale il y a 2 ans où ils ont été éliminés par l'Égypte. Donc, a priori, c'est une équipe qui a montré sur la face du monde qu'elle a été une très bonne équipe. Maintenant, on voit l'Afrique, la Coupe d'Afrique, c'est une autre compétition. Déjà, je pense qu'ils arrivent déjà en quart de finale pour avoir une normalisation entre guillemets de ce niveau et puis après voir. Mais honnêtement, moi, je ne fais pas partie de ceux qui les mettent comme le premier favori parce qu'ils ont fait une demi-finale. Je pense qu'ils ont toujours eu du mal dans les Coupes d'Afrique des Nations qui se passent au sud du Sahara et ils ne sont pas préparés dans un pays avec des températures qui seraient semblables. Donc, ils peuvent gagner, mais je ne les vois pas favoris. Ils n'ont pas de référence. Merci beaucoup, Hervé Poimeau. Merci à vous, Lise Laure. Merci. Et on vous retrouvera ici sur ce plateau tous les week-ends pour la Coupe d'Afrique des Nations, 34e édition. Merci à vous. Merci.